Bienvenue sur cetac.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs pour explorer l'alimentation d'un véritable titan des mers, le cachalot. Qu'est-ce qu'il mange réellement, ce géant? Bonjour. Oui, le cachalot, Physter macrocephalus, c'est un prédateur vraiment fascinant tout en haut de la chaîne alimentaire des abysses. Et son régime alimentaire, c'est un peu la clé pour comprendre son rôle écologique qui est immense. Absolument. Et justement, on entend souvent dire qu'il est teutophage. Ça veut dire quoi, au juste? Qu'il mange que des céphalopodes? Principalement, oui, tautophage, ça veut dire mangeur de céphalopodes. Les calmars, en fait, c'est la très très grande majorité de son régime, plus de 80%, c'est vraiment sa spécialité. Ah ouais, 80%. Et quand on parle de calmar, j'imagine qu'on parle de proie. À sa mesure. Il y a des histoires de créatures presque légendaires, non? Tout à fait. C'est vrai qu'ils s'attaquent à des calmars géants qui peuvent atteindre 13 mètres, près de 300 kilos. Voire même au calmar colossal, qui est encore plus massif, on l'estime à 14 mètres, 500 kilos. Incroyable. Mais attention, hein, l'essentiel de son alimentation, c'est quand même plutôt des calmars de taille plus modeste, hein, des familles comme Octopotochidae ou Histioteutidae, et des pieuvres aussi. La taille, c'est une chose, mais la quantité, c'est important aussi. D'accord. Donc une diète très ciblée sur les calmars. Mais est-ce qu'il mange autre chose parfois? Il se diversifie un peu? Oui, oui. Surtout les grands mâles, ceux qui sont plus solitaires. Leur menu peut inclure pas mal de poissons différents. Du thon, du barracuda, de la morue, des raies, des poissons de fond. En fait, ils sont assez opportunistes. Ils peuvent même chasser des requins. On a vu du requin grande bouche, dormeur, pèlerin, bleu, mako. Des requins carrément? Oui. Et bon, plus rarement, on a trouvé des restes de crustacés ou même de phoques. C'est plus anecdotique, ça. On parle d'un animal qui est énorme. Les quantités de nourriture doivent être astronomiques, j'imagine. Ah oui, elles le sont. Faut imaginer un cachalot, ça mange environ 3% de son poids chaque jour. Alors pour un grand mâle de 50 tonnes, ça peut monter jusqu'à 1,5 tonnes de nourriture par jour. 1,5 tonnes. Ouais. Une femelle, c'est autour de 500 kilos. Ça représente des centaines de calmars tous les jours. Et si on regarde à l'échelle mondiale, on estime que tous les cachalots ensemble consomment environ 100 millions de tonnes par an. C'est vertigineux. 100 millions de tonnes. C'est difficile même de se le représenter. Et comment il fait pour attraper tout ça? Souvent dans le noir complet des abysses, à des profondeurs de folie. C'est là que sa biologie est assez exceptionnelle. Déjà, c'est un plongeur incroyable. Il descend couramment entre 300 et 800 mètres, Déjà pas mal. oui, et parfois jusqu'à 3000 mètres, et il retient son souffle plus de 90 minutes. 1 heure et demie. Exactement. Et son arme secrète pour chasser dans le noir, c'est l'écholocation. Ah oui, comme une sorte de sonar biologique, mais super puissant. C'est ça. Il émet des clics très très intenses. C'est parmi les sons les plus forts produits par un animal. Et ça, c'est grâce au spermacétis. C'est cet organe très particulier dans sa tête, rempli d'une huile spéciale, qui aide à focaliser le son, un peu comme une lentille acoustique. Et ces clics, ça lui permet de voir ses proies dans le noir total. Quand il approche de la cible, le rythme des clics s'accélère, ça fait un buzz très caractéristique juste avant la capture. D'accord, je vois. Et la capture en elle-même? Il y avait une idée comme quoi il assommait ses proies avec le son. Oui, c'est une hypothèse qu'on a eue pendant longtemps, mais les données plus récentes suggèrent plutôt qu'il utilise une technique de succion très rapide. Il aspire sa proie une fois qu'il l'a bien localisée. Le son, ça sert vraiment avant tout à la détection et à la poursuite, quoi. Fascinant. Mais alors, comment on fait pour savoir tout ça? Pour reconstituer ce menu secret, chassé à des kilomètres sous l'eau? Ça doit être un sacré défi pour les scientifiques, non? Ah oui, c'est un vrai travail de détective. Bon, historiquement, on se basait sur l'analyse du contenu des estomacs. Quand un animal s'échouait, ou à l'époque de la chasse, on regardait dedans et on trouvait les becs des calmars. Ils sont très résistants à la digestion, donc ça permettait d'identifier les espèces mangées. Des méthodes assez directes, c'est sûr, mais un peu limitées et puis invasives. Et aujourd'hui, on fait comment? Aujourd'hui, on a heureusement des outils non létaux beaucoup plus sophistiqués. Par exemple, l'analyse chimique, les isotopes stables dans la peau ou les dents, ça agit comme une sorte de signature chimique. Ça nous dit où il se situe dans la chaîne alimentaire, où il chasse sur le long terme. Et l'analyse des acides gras dans le lard, ça donne des infos sur ce qu'il a mangé plus récemment. Et on utilise aussi la génétique, j'imagine.
L'ADN? Exactement. On peut analyser l'ADN des proies qu'on trouve dans les fesses, c'est ce qu'on appelle le métabarcoding. Ça permet de lister tout le menu, même les parties molles qui ont disparu. Ou alors on peut chercher l'ADN environnemental, le DNA. Ce sont les traces d'ADN laissées par les animaux dans l'eau. Et puis bien sûr, il y a la technologie qu'on met sur les animaux. Des balises, des biologeurs avec des micros, des accéléromètres. Ah oui. Ça enregistre les plongées, les fameux buzz de capture, les mouvements. Ça nous donne une image directe de comment ils chassent. On teste même des caméras embarquées. Donc en combinant toutes ces approches, on doit avoir une vision beaucoup plus complète maintenant. Oui, tout à fait. Ça permet de confirmer, par exemple, que certains calmars, comme Histiototis bonelli, sont vraiment dominants dans certaines zones. Ou alors, ça révèle l'importance des poissons de fond pour les mâles en Alaska, par exemple. Ça affine vraiment notre compréhension de leur stratégie. Et au-delà de son propre régime, quel est l'impact de ce superprédateur sur l'écosystème marin, surtout dans les profondeurs? Alors, son rôle est majeur. D'abord, il régule les populations de grands calmars, qui sont eux-mêmes des prédateurs importants. Donc, il a un effet en cascade. Et puis, il y a autre chose. Par ses déplacements verticaux entre la surface et les profondeurs, et par ses excréments, qui sont riches en fer notamment, il participe à la fertilisation des eaux de surface. Et il aide aussi à transporter le carbone vers les profondeurs. C'est ce qu'on appelle la pompe biologique à carbone. Il connecte vraiment les différentes couches de l'océan. Donc, pour résumer, le cachalot, c'est bien plus qu'un simple mangeur de calmars géants. C'est un chasseur des profondeurs hyper sophistiqué, opportuniste quand il faut, avec une technologie biologique incroyable. Et son régime alimentaire, on déploie des trésors d'ingéniosité scientifique pour le comprendre, parce que c'est essentiel pour saisir son rôle dans l'océan profond. C'est exactement ça. Déchiffrer son menu, c'est vraiment comme ouvrir une fenêtre sur le fonctionnement des abysses. Ce sont des écosystèmes qu'on connaît encore mal, mais qui sont tellement importants pour la planète. Et comprendre ses besoins alimentaires, c'est fondamental pour évaluer comment ils pourraient être affectés par les activités humaines, comme la pêche, ou par les changements climatiques. Une exploration qui nous rappelle à quel point le destin de ces géants et celui de l'océan profond sont intimement liés. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de nos prochaines analyses.